Bonjour à tous, merci au comité pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être en virtuel parmi vous et de vous parler de ce domaine qui me tient à cœur, d'intelligence artificielle, de machine learning et de deep learning en neurologie. Donc je m'appelle Zinedine Kene, je suis urologue au CHU de Rennes en France. Alors intelligence artificielle et machine learning. On entend beaucoup parler de ces technologies aujourd'hui et on l'utilise de manière quotidienne, comme par exemple si vous faites une recherche particulière sur Google, vous allez avoir des suggestions et ces suggestions sont basées sur votre historique, gérées par des algorithmes de machine learning. Pareil, quand vous allez sur Amazon ou quand vous allez chercher un film sur Netflix ou sur Spotify, là encore, vous avez des suggestions qui reflètent votre historique et ceci est réalisé grâce à ces fameux algorithmes de machine learning. C'est également utilisé pour la voiture autonome, pour la détection faciale en Chine. Tout ça est basé grâce au machine learning. En médecine, là encore, si on s'intéresse, on peut voir une augmentation de l'intérêt pour ces technologies, notamment au niveau des médias, avec des outils diagnostiques et thérapeutiques aujourd'hui développés grâce à l'intelligence artificielle. Alors, si vous allez sur PubMed et si vous tapez Machine Learning, Deep Learning et Oncology et Urology, vous allez voir un nombre exponentiel de publications depuis ces dernières années. Alors, qu'est-ce que c'est le machine learning? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? La définition est assez simple. C'est de donner la capacité à une machine d'apprendre à partir de données et donc de simuler le comportement humain. Le machine learning est un sous-type d'intelligence artificielle qui a pour objectif d'apprendre à partir de données, puis d'appliquer son résultat d'apprentissage sur de nouvelles données pour donner des précisions. Le deep learning est une sous-catégorie du machine learning qui lui également apprend à partir de données. Sa particularité, c'est qu'il s'inspire du neurone artificiel, du réseau de neurones, et donc de la structure du cerveau humain. Comment marche le machine learning? Alors tout d'abord, vous êtes devant un ordinateur, vous codez un programme, une ligne de code qui au début ne sait absolument rien faire. Puis, avec le temps et l'expérience, cet algorithme va apprendre et donc va simuler le comportement humain. Et quel que soit le type d'algorithme que vous utilisez, que cela soit du machine learning ou du deep learning, vous allez toujours avoir les mêmes étapes, les mêmes processus. Tout d'abord, vous allez avoir votre base de données, il va falloir la normaliser, la nettoyer. Puis, vous allez diviser cette base de données en deux parties. Une première partie qu'on appellera la cohorte d'entraînement et une deuxième partie appelée la cohorte test ou de validation. À partir de la cohorte d'entraînement, cette dernière, vous allez fournir ces données à l'algorithme qui va apprendre. L'ingénieur en charge de développer l'algorithme optimisera les paramètres d'apprentissage, on appelle ceci l'hyperparamétrage. Ensuite, une fois que votre algorithme aura appris les données, vous allez tester sa précision sur votre cohorte de validation et la cohorte test. Si le résultat est positif, à ce moment-là, vous allez déployer votre algorithme sur une plateforme externe afin que celle-ci soit utilisée en pratique. Vous avez trois types d'apprentissage en machine learning. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé est la technique la plus répandue. Son objectif est d'apprendre à faire des prédictions à partir d'une liste d'exemples étiquetés, c'est-à-dire qu'on donne la définition à l'algorithme de ce que c'est.
Globalement, vous voulez prédire si ces images sont des chiens, des chats et des oiseaux. Vous donnez à votre algorithme une banque de données, une banque d'images, en lui disant bien que c'est des chiens, que c'est des chats et que c'est des oiseaux. Et à partir de votre corps d'entraînement, il va apprendre des exemples qu'il a reçus pour qu'à la fin, lorsqu'il reçoit une nouvelle image, il va savoir l'identifier tout seul. Je vous donne un exemple concret. Supposons que l'algorithme que vous tapez dès le départ est une fonction, ici une fonction assez simple, f de x égale x. Et dans cet exemple, vous voulez prédire la survie d'un patient que vous voyez en consultation. Dans cet exemple, la donnée qu'on veut prédire est la survie y égale 5 ans. Supposons que notre variable, on n'a qu'une seule variable, la variable est l'âge, x égale 80 ans. Donc au départ, votre algorithme va définir la prédiction de la survie de votre patient, f de x égale x, à 80 ans. Donc il va calculer les chiffres de 80. Ensuite, sa particularité, et c'est toute l'astuce de l'intelligence artificielle, c'est qu'il va mesurer l'erreur entre ce qu'il a prédit et la vraie réponse. Donc là, 80 ans, alors que l'espérance de vie du patient était de 5 ans. Donc l'erreur est de 75 ans. Ensuite, il va tout seul modifier son algorithme, sa fonction pour avoir un meilleur résultat. Dans cet exemple, il le modifiera en f de x égale x moins 75 pour avoir une réponse juste. Et cette étape sera répétée à chaque fois qu'on lui fournit deux nouveaux exemples. L'apprentissage non supervisé a pour objectif de faire des prédictions, mais à partir d'une liste d'exemples non étiquetés. Là, on lui donne des images de chiens, de chats et d'oiseaux, on lui dit pas ce que c'est, et l'algorithme tout seul va faire la différence. Alors, une des techniques les plus célèbres est le clustering, est une méthode de machine learning qui va apprendre à classer les images en fonction de leur forme. Enfin, l'apprentissage par renforcement. Dans ce cas précis, le système interagit avec son environnement et accomplit des actions. Et en retour de ces actions, il va obtenir une récompense qui peut être positive si l'action est un bon choix ou négatif dans le cas contraire. Je vous donne un exemple concret. Supposons que vous avez un labyrinthe et vous mettez un algorithme à l'entrée de ce labyrinthe. L'algorithme va avoir quatre choix, soit il va vers le haut, vers le bas, devant ou en arrière. Et en fonction de ses actions, il va soit pouvoir avancer dans ce labyrinthe, donc avoir une action positive et donc renforcer son algorithme, ou alors il va se heurter à un mur et avoir une action négative. Et comme ça, il va pouvoir construire son apprentissage tout seul. Le deep learning. Donc le deep learning est une sous-catégorie du machine learning. Il peut avoir deux objectifs, un rôle de discrimination, c'est exactement comme le machine learning. Il est utilisé pour prédire, il va apprendre à partir de données qu'on lui fournit et va nous donner des prédictions. Autre particularité qu'on voit de plus en plus ces dernières années, une capacité générative. C'est-à-dire qu'il va pouvoir générer de nouvelles données qui sont similaires aux données avec lesquelles il a été entraîné. Et l'un des modèles les plus célèbres actuellement est ChatGPT qui repose sur la technique générative du deep learning. Et tous les modèles que je vous ai présentés, que ce soit du machine learning ou du deep learning, on peut utiliser différents types de données. Des données tabulaires, comme le tableau Excel, des vidéos, des photos, des images d'anatomopathologie ou même des scanners. Alors, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle en neurologie? Globalement, on retrouve trois types d'applications. Des applications qui peuvent être utilisées en consultation pour aider le praticien à la décision, pour fournir une information plus précise au patient. Des algorithmes qui peuvent être utilisés en périopératoire, au bloc opératoire, et des algorithmes qui peuvent être utilisés en post-opératoire pour prédire un événement particulier. Sur le plan chirurgical, une notion de plus en plus répandue en intelligence artificielle, et plus particulièrement en chirurgie robotique, est l'utilisation
des métriques de performance et la corrélation de ces métriques avec des données d'intelligence artificielle. Alors concrètement, vous faites une procédure robotique, hein, que ce soit une néphrectomie partielle, une prostatectomie ou une cystectomie. Cette donnée, votre chirurgie est enregistrée par un boîtier. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de calculer les mouvements en trois dimensions du robot dans le ventre du patient. On peut calculer la longueur de mouvement, la vitesse moyenne, la fluidité, l'économie du mouvement, la profondeur du mouvement. Vous avez un certain nombre de paramètres. Puis, avec des techniques d'intelligence artificielle, on peut par exemple identifier un chirurgien expert de la chirurgie d'un novice, par exemple. Donc, ces techniques peuvent être utilisées notamment pour peut-être à l'avenir délivrer une certification ou un diplôme pour un urologue donné pour accomplir telle procédure. Autre utilisation intéressante de l'intelligence artificielle, utiliser du deep learning pour visualiser des tumeurs. Là, dans cet exemple, c'est un article publié dans l'European Urology d'une équipe chinoise qui, à partir d'une trentaine de cystoscopies, ils ont pu entraîner un algorithme à détecter une petite tumeur de vessie avec de bons résultats sur leur corps de validation de l'ordre avec une sensibilité de 90-95%. Enfin, la réalité augmentée peut être utilisée en chirurgie urologique pour faciliter un geste chirurgical. Dans dans cet exemple, il s'agissait d'une étude italienne qui avait pour objectif de comparer la néphrectomie partielle robot assisté en réalité augmentée versus une néphrectomie partielle standard éco-guidée. Alors comment ça se passe? Tout d'abord, il y a une étape de segmentation de votre rein et de la tumeur. Ensuite, euh, le masque, le fantôme de cette segmentation est appliqué à votre image en direct lors de la procédure. Ceci pourrait permettre éventuellement de faciliter la détection de la tumeur et donc de la rhénographie et de la réparation. Dans cette étude Princeps, les résultats étaient assez décevants avec pas de différence observée en termes de complications péri-post-opératoires, de marge chirurgicale positive, de fonction rénale et de taux de conversion. La prédiction post-opératoire. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, vous avez plus de 600 résultats PubMed sur le sujet. Je vais donc vous présenter une étude réalisée à Rennes, dans le service urologie, où on avait comme objectif d'évaluer la capacité prédictive du machine learning dans la prédiction de la récidive après néphrectomie pour un carcinome rénal non métastatique. Nous avons observé dans cette étude que les algorithmes de machine learning faisaient un petit peu mieux que les modèles standards validés comme l'USS, le score de Lebovich, le SSIGN. Dans cette étude, nous avions utilisé 32 variables, des variables démographiques, biologiques, en rapport avec la tumeur, des variables chirurgicales et anatomopathologiques. Trois algorithmes de machine learning ont été utilisés, la forêt aléatoire, les supports à vecteur machine et l'extrême gradient. Nous avons pu développer et déployer l'algorithme en ligne. Là, par exemple, si vous avez un patient qui a une tumeur de 16 cm, une hémoglobine préopératoire à 10, avec une invasion vasculaire, une infiltration de la graisse périrénale, des ganglions positifs, pas de nécrose, une composante sarcomatoïde et un ECOG A1, un gradisup A4, carcinome à cellules claires, vous pouvez obtenir sans risque de survie, sans récidive dans cet exemple à 5 ans, qui est à 44%.
Et de la même manière, différentes études ont été publiées en utilisant différentes variables comme des lames anatomopathologiques, des scanners préatoires et ainsi de suite. Enfin, l'intelligence artificielle peut être appliquée en utilisant de ce qu'on appelle les Large Language Models. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'intelligence artificielle générative qui est spécifiquement designé pour créer du langage humain qui est capable d'initier une conversation et donc de nous assister dans différentes tâches. Alors, le plus célèbre est ChatGPT, hein, connu depuis le début de l'année, mais il en existe d'autres, hein, comme Meta de Facebook ou de BERT de Google. Alors, concernant son application en neurologie, une étude de l'UCLA qui a posé ou 18 questions en rapport à des pathologies urologiques ont été posées à ChatGPT et on a pu obtenir 78% de bonnes réponses. Une autre étude chinoise, 30 questions posées à ChatGPT en rapport avec des pathologies uro-oncologiques ou fonctionnelles ou infectieuses et on a obtenu 80%. La problématique de ces modèles aujourd'hui est que l'apprentissage de ces modèles est basé sur des données limitées dans le temps, comme par exemple septembre 2021 sur ChatGPT. Ces modèles également n'ont pas donc accès aux données les plus actualisées et peuvent être influencés par un certain nombre de données sources dont la qualité peut être moyenne, voire médiocre. En conséquence, ces modèles publics connus peuvent donner des résultats incorrects ou incomplets. Donc, ce qu'on peut proposer aujourd'hui et ce qui est un petit peu à la mode, c'est de récupérer ces algorithmes d'IA, de LLM, et les réentraîner avec nos propres données. Alors, dans cette étude que nous avions réalisée, nous avons pris les recommandations de l'AU, prostate, vessie et puis rein. Ces données ont été incorporées dans un algorithme de large language model et on a pu obtenir notre propre modèle. Dans cet exemple, nous avions posé une question à ChatGPT. Est-ce que si vous voyez un patient après une néphrectomie et une thrombectomie pour un carcinome rénal PT3B N0, est-ce que vous lui proposerez un traitement adjuvant? Les réponses de ChatGPT 3 et 4 sont assez vagues, avec de longues phrases et pas de réponses assez précises. En revanche, la réponse du chatbot que nous avions développé avec nos propres recommandations était beaucoup plus précise. Ici, la réponse est oui, un traitement adjuvant peut être offert dans les 12-16 semaines après la néphrectomie selon les résultats de la Keynote 564. Je terminerai cette présentation par cette citation de Yann LeCun, qui est français et responsable du programme d'intelligence artificielle de Facebook. Alors l'ensemble de ces systèmes et de ces algorithmes que je vous ai présentés sont certes utiles aujourd'hui, mais présentent un certain nombre de problèmes. Comme par exemple, aujourd'hui, on ne dispose pas d'un robot qui est capable de nettoyer une table, de remplir la vaisselle, alors que n'importe quel enfant de 10 ans peut apprendre cette tâche en juste quelques minutes. Merci pour votre attention.